Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre rendez-vous, la diaspora consacrée à l'actualité, aux grandes questions des sociétés. Chaque jour, nous analysons les faits qui marquent notre monde, leur impact sur notre quotidien. Comprendre, décrypter, donner la parole, c'est l'objectif de cette émission, la diaspora, qui va accorder la parole aujourd'hui à Charlotte Fossati, auteure du livre Démystification des TDH. Dans cet ouvrage, elle s'attaque aux mythiques contemporains, aux illusions collectives et aux vérités que l'on accepte parfois sans les interroger. Alors, son approche à la fois accessible et rigoureuse invite chacun et chacune d'entre nous à comprendre le pouvoir sur sa compréhension du réel. Autant de questions que nous allons poser à Charlotte Fossati, passionnante, que nous allons explorer ensemble avec lui aujourd'hui, et à qui nous disons bonjour et bienvenue dans cette émission, la diaspora Charlotte Fossati. Bonjour. J'espère que vous allez bien, Charlotte Fossati. Ça va bien, merci. Ok, je sais que vous n'êtes pas tellement habitué à parler trop fort, mais là, je vous demanderai quand même à pouvoir bien parler très fort parce qu'on parle des sujets très importants de ces livres démystification. Fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A. Donc là, vous êtes en train de voir, c'est ça l'ouvrage de Charlotte Fossati que nous allons devoir parler de ces grands livres. Charlotte Fossati, avant de tout commencer, nous allons d'abord vous poser la question parce que vous parlez aujourd'hui de démystification du TDH. Alors, un sujet que vous abordez, un sujet très sensible. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire sur les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité? Merci pour la question. Oui. Comme mon directeur de mémoire, oui. M. Rosmouski-Penslo, aime souvent le dire, tout part de la rencontre. La rencontre avec une thématique professionnelle, la rencontre avec un ouvrage. Donc moi, pour ma part, c'était une rencontre sur le plan professionnel où les parents étaient en questionnement par rapport à leur enfant qui rencontrait des difficultés partout où ils se retrouvaient. Nous étions une équipe démunie. Au moment où on nous a demandé de choisir une thématique par rapport à la recherche pour obtenir mon Bachelor of Arts, dans le cadre de ma formation d'assistance sociale, je me suis rappelée de cet événement et je me suis dit pourquoi pas faire une recherche là-dessus. Il y a 16 ans en arrière, il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages qui problématisaient là-dessus. Donc j'étais dans l'obligeance de collaborer avec les Canadiens qui étaient en avance sur cette thématique. Donc j'ai dû écumer beaucoup d'ouvrages qui venaient du Canada, de la Belgique, aussi de la France, et avec le soutien de ce directeur de mémoire pour amener à terme cette recherche. Voilà à peu près comment j'ai rencontré la problématique. Merci. Mais vous venez de dire tout est parti de votre métier comme assistante sociale. Oui. Et c'est là où tout est parti. Vous venez de dire tout à l'heure que vous receviez beaucoup de monde, beaucoup de gens qui parlaient de leurs problématiques, de leurs enfants et tout ça. Vous pouvez quand même nous dire quel type c'était? Est-ce qu'il y avait quand même une communauté spécifique ou bien c'était juste tout le monde qui avait les mêmes problèmes quand vous les rencontriez? C'est une problématique qui n'est pas une personne. On ne peut pas dire que c'est côté socio-économique. Oui. Ça interpelle tout le monde, sauf qu'il y a plusieurs manières d'aborder la thématique. Parce que si on est démuni économiquement, on est beaucoup plus vulnérable. Mais la problématique médicale qui peut être environnementale, qui peut être organique, je peux dire que c'est une problématique multifactorielle, mais qui n'épargne personne. Voilà. Sauf que les moyens mis à disposition pour accompagner le neuroatypique vont changer la donne de la personne qui est interpellée. Plus la famille est outillée pour accompagner cet enfant atypique, mieux c'est. Donc,
moi, mon ouvrage, c'était pour démystifier, pour que chaque parent puisse trouver un interlocuteur ou une interlocutrice capable de l'accompagner dans l'accompagnement de cet enfant. Voilà comment... Mais quel est le plus grand mythe sur le TDAH que vous avez, que vous souhaitez déconstruire? Je veux déconstruire le fait qu'on parle toujours des parents qui n'éduquent pas bien leurs enfants, ce qui n'est pas Est-ce que c'est sûr? C'est sûr aussi que les parents n'éduquent pas bien leurs enfants? Oui et non. Pourquoi oui et non? Non, parce que c'est une problématique qui est multifactorielle. Oui. Ça peut être organique, ça peut être environnemental, ça peut être aussi social? Social aussi, mais mettre ça sur le dos des parents, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, donc vous êtes contre ceux qui mettent je peux dire que l'abandon des parents envers leurs enfants, vous êtes contre ça? Ceux qui disent ça souvent. Ah, quand un enfant, peut-être, il va choper quelque chose au magasin et tout ça. Non, tout ça, c'est la faute à leurs parents et tout ça. Vous pensez que c'est pas le parent n'a pas aussi une part de responsabilité en ça? Je ne veux pas être prise en otage de à qui la faute. Je veux être dans la solution. Il y a en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est là. Je me focalise sur la solution. Que le parent soit responsable ou pas, ne m'intéresse pas. Moi, je m'intéresse à la personne qui vit ça. Qu'est-ce que je peux faire pour l'accompagner dans son atypie? Qu'est-ce que je peux faire pour l'accompagner dans sa neurodivergence? Qu'est-ce que la société met en place pour outiller les parents? Voilà mon approche. Mais votre livre Démystification, j'ai pris quand même le temps de les lire, mais vous vous adressez principalement à qui? À tout le personnel qui gravite autour de l'enfant. Ça peut être le pédopsychiatre, ça peut être la psychologue, ça peut être l'ergothérapeute, ça peut être les parents, ça peut être l'enseignant, le corps, je veux dire le corps médical et le corps enseignant. Donc, je les interpelle par rapport à l'accompagnement adéquat de cet enfant qui est atypique, mais qui est hyper intelligent, qui n'est pas compris par la société, qui bouscule nos certitudes. Parce que quand on se retrouve face à cet enfant-là, il nous met à défi, et comme personne ne met à défi, on veut chercher le coupable. Je ne suis pas d'accord pour la recherche du coupable, je suis d'accord pour la recherche de la solution. Voilà. Voilà, merci beaucoup Charlotte Fossati. Mais il y a encore une autre question qui me vient quand vous êtes en train de parler. Et pourquoi était-il important, vous, Charlotte, de parler de mystification plutôt que simplement d'information? Pourquoi c'était important? C'est important pour moi parce que tout le monde y va de son gré. Il y a beaucoup de divergences par rapport au diagnostic. Il y a beaucoup de divergences par rapport à trouver de quoi souffre l'enfant. On parle de le mauvais encadrement des parents. On parle de l'approche psychanalytique. On parle de la médication ou pas. On parle de l'organique. Et personne n'est d'accord pour la cause. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant naisse différent? Chacun y va de son gré. C'est la faute aux parents. Non, il faut prendre la médication. Non, moi je ne suis pas pour la médication. Non, c'est le cadre scolaire qui n'est pas adéquat. Non, ce sont les thérapeutes qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Donc, après avoir fait le tour de tous ces personnels qui gravitent autour de l'enfant, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je ne veux pas m'attaquer à ces approches-là, je veux plutôt me focaliser de est-ce qu'on peut trouver des points de jonction pour qu'on accompagne cet enfant au mieux afin qu'il trouve sa place dans la société. Parce que ces enfants ont une place, ils ont leur partition à jouer, mais c'est à nous de créer un dispositif qui leur donne la possibilité de jouer leur partition. Les Canadiens l'ont fait. Il y a des recherches qui ont été menées à ce sujet-là, que
si l'accompagnement est adéquat, ces enfants sont capables de fournir des efforts, ils sont capables de donner le maximum de leur potentiel, ils sont capables de soulever les montagnes, ils sont capables d'impacter. Mais merci beaucoup Charlotte Fossati. Je mérite quand même, fidèles téléspectateurs, vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce moment sur la chaîne Référence Antenne A et sur Canal+. Merci pour votre fidélité, mais je souhaiterais que nous puissions lire le livre sur la page numéro 23. Donc vous aussi, quand vous allez vous procurer ces magnifiques ouvrages, Charlotte, on lit en tant que future travailleuse en action sociale, mon rôle principal est de rendre visibles les difficultés des minorités, afin de défendre de manière efficace leurs droits. Une meilleure connaissance théorique peut contribuer à argumenter et expliciter les tenants et les aboutissants de certaines thématiques. Qu'est-ce que vous voudriez adresser comme message là? Un travailleur social, son but, c'est d'assainir les inégalités, de lutter contre les inégalités. Pour lutter sur ces inégalités-là, il faut choisir son cheval de bataille. Ça peut être l'égalité de salaire entre hommes et femmes. Ça peut être... ça peut être faire valoir les droits des orphelins, ça peut être faire valoir les droits de la veuve ou du veuf. Moi, j'avais choisi de faire valoir les droits de ces neurodivergents qui sont nés avec des aptitudes qui ne sont pas toujours connues du grand public. En tant que travailleur social, nous devons mettre en lumière ces inégalités-là pour les démystifier et puis pour... créer l'égalité des chances. Et ça, c'est le rôle d'un travailleur social. Ouais. Mais quelle a été la méthodologie plutôt que vous avez pu utiliser pour écrire cet ouvrage? Qualitatif. C'était recherche, c'était basé sur la recherche ou soit sur des témoignages, c'était basé sur l'expérience personnelle ou clinique? C'était une recherche empirique sur la posture d'un enfant TDAH entre dispositif réseau et approche pluridisciplinaire. Quel est le travailleur d'un travailleur social dans ce dispositif systémique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travailleur social doit aller faire une enquête de terrain. J'ai été interroger le corps médical, j'ai été interroger les enseignants, le corps enseignant, j'ai été interroger les parents, j'ai interrogé les enfants. La limite de cette recherche se situe au niveau où je n'ai pas interrogé les adultes, mais actuellement, je donne des conférences pour les adultes. J'ai aussi fait une recherche par rapport à l'autodétermination de ces personnes-là en situation d'atypie. C'est une recherche que je veux sortir dans très très bientôt. Donc le but était de recruter les postulats de chaque intervenant et proposer des solutions concrètes après avoir compris ce que les uns et les autres pensent de ce stade du TDAH, sans être pris en otage de qui est pour, qui est contre. Je ne veux pas être là-dedans, je veux être dans la solution. Il y a une problématique, qu'est-ce qu'on fait? Voilà mon postulat. Mais vous avez dit que vous avez interrogé les corps médicaux, les enseignants, vous avez interrogé aussi les enfants. Les ergothérapeutes, les neuropsychologues, des psychologues, des psychiatres et tout ça. Mais parmi toutes, je peux dire, je n'ai pas appelé ça en termes comme collège, tous ces gens que vous avez interrogés, quel a été, ça a été facile pour vous pour les rencontrer ou bien dites-nous quel a été le corps qui vous a plus malmené ou soit qui vous a mis plus en difficulté pour qu'elle puisse vous donner, vous accorder la parole afin de poursuivre vos enquêtes? Étonnamment, tout a été fluide. Ah bon? Mais pourquoi tout a été fluide? C'est parce que vous êtes Charlotte Fossati? Ou c'est pourquoi les portes étaient ouvertes? Ou bien c'est quoi? J'avais lu plus de 25 ouvrages, dont j'ai respiré la thématique, j'ai transpiré la thématique. Je pense que quand on est focalisé sur un sujet, on a tendance à attirer
ce dont on est passionné, Oui. j'étais devenue la réceptacle de la thématique. J'allais voir une personne qui m'orientait vers une autre personne, qui m'orientait vers une autre personne. Et c'est ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc c'est d'abord mon directeur de mémoire qui m'avait orienté vers le Canadien, parce que lui il est russe. Ouais. Il m'avait orienté vers le Canadien. Votre directeur il est russe? Il est russe, oui. J'ai été rencontrer le Pourquoi ces choix? C'est lui qui m'a choisi. Quand on est étudiant, on propose nos thématiques. Ah, donc c'est lui-même qui vous a choisi. On affiche. Ah, vous affichez et... Les directeurs, ils viennent lire. Il vient lire et puis vous choisissez. En un cadre, j'avais mon directeur pendant que les autres attendaient de moi et de moi. Mais est-ce que vous pouvez savoir, quand le directeur s'est approché vers vous, quand même, cette approche-là, il vous a dit, qu'est-ce qui a fait qu'il puisse taper un coup, une baguette magique directement pour t'avoir? Cette approche, est-ce qu'il vous avait dit? Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qui lui avait attiré chez vous? Et vous avez quand même dit? Ou bien tu n'as pas l'idée sur ça? Avant de devenir travailleuse sociale, j'ai d'abord fait la psychologie. Ah, vous êtes aussi psychologue? J'ai pas été jusqu'au bout. Ah, ok. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai eu d'excellents. C'était bon? Très bon, excellent, vraiment, au niveau national. Mais j'ai voulu aller dans le social pour les raisons des raisons qui sont les vôtres. Ouais. Je n'ai pas cherché à savoir. Je sais que quand on s'intéresse à une thématique, ce qu'on interpellait de près ou de loin, par éthique, par déontologie, par respect pour sa personne, je n'ai jamais cherché à savoir, mais j'ai une idée. C'est une idée. Je pense que c'est quelqu'un... C'était quoi l'idée que vous avez? Est-ce que nous obligés? Non, mais bon, quand même, c'est pour les téléspectateurs, hein, pour qu'ils puissent aussi savoir. Bon, si vous voulez dire, tant mieux. Si vous ne voulez pas aussi, on peut passer à autre chose. Vous ne dites pas, ça reste secret. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Comprenez qu'on a reçu Charlotte Fossati, auteure de cet ouvrage démystification. Pendant que vous êtes en train de je peux dire, de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais il y a d'autres femmes battantes qui écrivent quand même sur des choses sérieuses qui peuvent édifier le monde. Donc, les femmes comme elles, comme ça, nous sommes toujours à leur côté pour les appuyer, pour être à leur côté afin qu'ils puissent partir de l'avant. C'est pourquoi j'ai dit on ne va pas la lâcher. Hein. Voilà. Mais Charlotte Fossati, comme je venais de vous dire, le livre, il est là, ne vous inquiétez pas, on va le lire petit à petit, mollo, on avance avec des questions, bien sûr. Les sous-titres de votre ouvrage parlent d'enquête des terrains et des réflexions théoriques. Oui. Comment avez-vous articulé ces deux dimensions dans votre écriture? Parce que c'est... Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais... Enquête des terrains et réflexion théorique, ça sous-entend que la théorie ne suffit pas. J'ai beau écumer tous ces ouvrages, mais j'avais besoin d'aller rencontrer tout le personnel qui gravite autour de l'enfant pour comprendre ce qu'il vit réellement. J'ai découvert l'isolement émotionnel des parents qui ne sont pas souvent entendus, des professionnels désœuvrés. Les parents qui ne sont pas souvent entendus. Par qui? Par tout le monde. Par le corps médical, par le corps enseignant, par le voisinage, par la famille. On se dit que si l'enfant a un problème, c'est possible qu'il y ait des défaillances sur le plan éducationnel. C'est possible qu'ils ne comprennent pas bien leur enfant. C'est possible que ça soit aussi génétique. Moi, je ne veux pas chercher le responsable. Je veux seulement soutenir émotionnellement ces parents qui se sentent seuls, qui ont besoin de comprendre le fonctionnement de leurs enfants, qui ont besoin que leur enfant trouve le meilleur dispositif pour qu'il évolue au mieux avec ce qu'il a à offrir. Actuellement, les choses évoluent très très bien en Suisse.
les Canadiens étaient en avance sur le sujet, sur l'encadrement. Maintenant, je pense que la Suisse avance très très bien par rapport à... Mais quand vous dites que souvent les parents ne sont pas vraiment très écoutés par les corps enseignants, par le médecin et tout ça, c'est quel genre d'écoute dont les parents font objet du régime? Quand le parent constate que l'enfant n'arrive pas à suivre le système scolaire, l'enseignement, le parent peut être appelé à aller voir le médecin. Quand il arrive chez le médecin peut mettre en place des tests, des jeux. Tout à coup, l'enfant va exceller. Parce que l'enfant est dans un nouveau lieu, nouveau challenge. On se dit aux parents que bon, nous, votre enfant va bien. Or, c'est parce qu'il est dans un nouveau lieu qu'il s'en sort. Le parent qui vit le quotidien de cet enfant connaît les réalités. Et l'enfant, quand il va dans un nouveau lieu, pour une première fois, il peut tout à coup exceller et montrer une certaine concentration, une certaine capacité. Oui. Mais juste après, quand qu'ils quittent ces milieux, c'est fini, ils reprennent leurs habitudes. Leurs habitudes, oui. Et sur le plan scolaire, l'enfant n'arrive pas à suivre la maîtresse. Il peut, pendant que la maîtresse parle, penser à autre chose. On dit que c'est un enfant qui a la tête en l'air. Or, c'est faux. L'enfant ne fabrique pas assez l'hormone du bonheur, la dopamine. Il a besoin d'aller chercher l'excitation ailleurs. Il peut dessiner en même temps qu'il écoute. Ce dessin-là lui permet de soutenir l'attention. Ce qui peut être mal interprété quand l'enseignant n'est pas enseigné par rapport à cette problématique-là du TDAH. Ouais. L'enfant va retravailler le double à la maison parce que pendant que le professeur parlait, il y a un moment où il écoutait, il y a un moment où beaucoup de choses lui échappaient. Oui, on voit ça aussi à la maison, même avec nos enfants. Et des fois, il regarde la télé, mais il est en train aussi de dessiner. Il a besoin de ça. Il fait aussi ses dessins, il regarde la télé, il fait ses dessins. Et après, il vous dit, écoutez, papa, ça, on a fait à l'école aujourd'hui. Oui. Mais toi, tu pensais peut-être qu'il est en train de regarder la télé, mais c'est pas, il n'était pas là, en fait. C'était son dessin qu'il dessinait. Donc là, vous pouvez avoir raison. Mais par là, qu'est-ce que vous devriez dire? C'est-à-dire, les enseignants doivent être aussi enseignés. Ils sont enseignés, mais pas assez. Ah, ils sont enseignés, mais pas assez. Pas assez. Ils doivent vraiment être petits modules. C'est des petits modules. Il faut vraiment qu'ils soient enseignés. Donc, on peut les conseiller de... Oui, c'est vivement conseillé. D'acheter, de lire cet ouvrage quotidiennement, chaque jour. En tout cas, il y a plusieurs ouvrages qui ont été écrits. Je n'ai pas la prétention de présenter les miens comme une référence. Mais c'est... La charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Hein. Je vais dire, il faut s'outiller, il faut se documenter. Les parents aussi doivent se documenter parce que aller réprimander un enfant qui dessine en même temps, qui fait les devoirs, les parents peuvent se dire, mais c'est pas possible, pourquoi il regarde la télé en même temps, pourquoi il a mis la radio, c'est pas possible. Ça peut être aussi une source d'inspiration pour lui, pour l'enfant. Surtout une source d'inspiration pour l'enfant, mais pour le parent qui n'est pas enseigné ne va pas comprendre. Mais il doit tout de suite bousculer l'enfant. Laisse! Non, c'est pas possible, c'est range ta chambre. Or, ils ont un rapport aux choses qui est différent. Ils se retrouvent, ils sont très ordonnés dans leur bazar. Donc, j'interpelle les parents à comprendre le fonctionnement de cet enfant-là. J'interpelle le corps enseignant à comprendre le fonctionnement de ces enfants-là. Tout ce monde qui gravite autour de l'enfant a besoin d'être enseigné, il a besoin d'être outillé pour l'accompagner au mieux. Mais selon vous, quelles sont les idées reçues les plus répandues du TDAH chez l'enfant?
il est tête en l'air, il n'écoute pas quand on lui parle, il est désordonné, il est bordélique. Des fois, quand on lui parle, il bouge. Des fois, il fait même pas. On est obligé attention. de répéter, on lui dit comment je m'appelle, il ne se souvient même plus. Alors que pendant que vous dites comment vous appelez, le cerveau est déjà en voyage, il s'intéresse déjà à... D'autres enfants, même quand tu le parles, il ne te regarde pas. Lui, il ne regarde pas. Il regarde ailleurs. Il regarde ailleurs. Ah non, cet enfant ne donne, mais il ne fait pas attention. Vous voyez, donc, il faut qu'il y ait des émissions comme ça. Et voilà, c'est grâce à cette émission que nous avons vraiment... nous aurons comprendre comment on peut vivre avec nos enfants dans nos maisons. Alors, je vais encore, parce que c'est tellement beau ces livres, peut-être qu'on peut rester toute une journée parce qu'il y a tellement de choses qui sont piquantes. Là, je suis à la page 25. La construction de la question des recherches. J'ai lu, vous dites bien, j'ai lu beaucoup d'ouvrages. Oui. Ces lectures m'ont permis d'avoir déjà une vue d'ensemble sur les différents courants de pensée, notamment auprès du corps médical. Oui. J'ai assisté à différentes conférences et au fur et à mesure, j'ai rencontré des professionnels avec plusieurs approches. Dans mes rencontres, mes entretiens, j'ai entendu parler du modèle canadien qui prône les dispositifs. J'ai entendu parler du modèle canadien qui prône les dispositifs pluridisciplinaires concertés comme modèle de prise en charge. La question était de savoir, est-ce que le TDAH chez l'adulte est-il encore sous-diagnostiqué aujourd'hui? Oui, le TDAH pour adultes est sous-diagnostiqué parce qu'à l'époque, on utilisait les moyens du bord pour s'en sortir. On les appelait les enfants tête en l'air, les étourdis. Et ces personnes ont utilisé des stratégies de survie qu'ils avaient à disposition pour fonctionner. Ce n'est que maintenant qu'ils se rendent compte que le fait de ne pas avoir nommé leurs problèmes les a beaucoup freinés. Mais en même temps, ça leur a permis de fonctionner comme tout le monde sans étiquette. C'est à double tranchant. Mais beaucoup témoignent que s'ils avaient été au courant de pourquoi ils avaient ce fonctionnement, ils auraient demandé de l'aide, du support pour mieux fonctionner. Mais aujourd'hui, comment vous faites la différence un tempérament dynamique d'un véritable TDAH? Cette différence-là, vous le faites comment? Le TDAH, ils se reconnaissent entre eux. Hein. Ah bon? Oui, oui. Ils se connaissent comment? Il y a des signes implicites qui font qu'ils sont en avance sur les événements. Ça, en tout cas. Sans pour autant qu'ils puissent être diagnostiqués. Non, ils se connaissent. Oh non, lui, il est comme moi, c'est ça? Ils se reconnaissent, oui. Ils se reconnaissent. Que ce soit chez l'adulte, que ce soit chez l'enfant. Ils se reconnaissent. C'est pour ça qu'il faut créer des synergies. Il faut qu'ils créent des groupes WhatsApp ou Telegram pour communiquer sur les freins qu'ils rencontrent sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le ressenti et puis émotionnellement pour mieux fonctionner. C'est très très important qu'ils se retrouvent entre eux pour ne pas vivre l'isolement émotionnel dont ils sont souvent dont ils font souvent face et ils ne comprennent pas pourquoi les autres ne comprennent pas les implicites. Pour eux, tout est clair, alors que pour les autres, rien n'est clair pour les autres, mais pour eux, par exemple, ils vont à un entretien, on lui pose des questions, ils ne comprennent pas pourquoi on lui pose des questions. Pour eux, les RH doivent reconnaître ce qu'ils ressentent. Parce qu'ils ont l'impression que tout le monde sait ce qu'ils ressentent, parce qu'eux, ils savent ce que l'autre ressent. C'est un exemple basique que je donne. Donc, les questions qu'on va lui poser, pour lui, ça va lui sembler, pourquoi toutes ces questions?
On peut lui demander comment tu t'appelles, quel diplôme tu as fait. Il ne sait, il arrive qu'il ne sache pas répondre quelle institution il a travaillé ou bien quel diplôme il a eu. Parce que pour lui, il est câblé différemment. Pendant que vous lui posez la question, la tête est déjà ailleurs. Pour lui, c'est les rébarbatifs. Pour lui, c'est pas profond. Pour lui, ce sont ses jouets, par exemple. Pour lui, ça n'a aucune profondeur, les questions qu'on lui pose. Parce qu'il estime que tu dois deviner. Tu dois entrer dans sa peau. Parce que eux, ils sont dans les vibratoires. Okay. Ils sont très intuitifs. Quand tu entres dans la salle, ils savent ce que tu vibres avant d'ouvrir ta bouche. Et ils ont l'impression que tout le monde fonctionne comme eux. Et ce qui n'est pas le cas. Sauf quand ils rencontrent des recruteurs qui sont comme eux, en 5 minutes, ils te voient, ils te recrutent. C'est comme ça qu'ils s'en sortent. Quand ils rencontrent quelqu'un qui a le même fonctionnement qu'eux, ils ne passent pas l'interview, ils voient, oui, c'est toi que j'attendais. Allez, tu commences demain, dis oui. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Si vous lui posez trop de questions, soit il répond très bien, soit il répond tout de travers. Voilà, nous allons encore lire, je pense bien que la page 27, on va lire les livres Démystification du TDAH de Charlotte Fossati, qui est notre invitée dans cette émission, La Diaspora, fidèle téléspectateur. Nous allons lire la page 27. Enjeu du questionnement. Charlotte, vous avez écrit ici en disant, on a vu que les définitions sur les syndromes divergent selon les spécialistes. Oui. Il y a des accords entre spécialistes sur les causes et les types de prise en charge. Oui. Les théories psychanalytiques ont pour seule explication la défaillance de l'encadrement de l'enfant auprès de leur famille. Oui. Cette explication pourrait renforcer encore plus la culpabilité de parents, engendrant des surcroît les non-diagnostics précoces et le manque d'encadrement médico-pédagogique adéquat. Aucune cause réelle n'est pourtant encore définie, mais celles-ci sont certainement multifactorielles. Un modèle polyfactoriel serait plus adéquat dans l'analyse de cette pathologie. Alors là, vous dites que le modèle polyfactoriel, c'est quoi d'ailleurs le modèle polyfactoriel dont vous faites allusion dans votre ouvrage? Un modèle polyfactoriel part du postulat que ça peut être environnemental, ça peut être éducationnel, ça peut être psychanalytique, ça peut être organique. Donc, le fait est que chercher le coupable ne serait pas la solution. Parce que ça va dans tous les sens. Chacun y va selon son parcours académique. Celui qui est dans la psychanalytique va prouver que c'est l'encadrement familial qui fait défaut. Une autre personne va partir du fait que si on lui donne la médication, ça résout tous les problèmes. Une autre personne va penser que c'est héréditaire, que les parents sont eux-mêmes TDAH non diagnostiqués. Et pourtant, c'est faux. Et pourtant, ça peut être vrai. Ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Parce que, comme vous savez, les fruits ne tombent pas loin de l'arbre. Mais il y a plusieurs niveaux de TDAH. Il y a les TDAH qui sont au potentiel intellectuel. Ceux-là, ils s'en sortent. Mais nous, on détecte qu'il y a voilà quoi, ils veulent tout savoir, ils veulent tout contrôler. Pourtant, ce sont des intellectuels, ils ont des doctorats, mais un comportement contrôlant, hyperfocus, nous fait comprendre que cette personne a eu la chance, entre guillemets, d'avoir un profil intellectuel adéquat qui a fait qu'elle a échappé au diagnostic. Mais son comportement contrôlant met en lumière le fait qu'il soit TDAH. Et il a été protégé par son parcours académique. Mais ceux qui ont des difficultés scolaires, ils sont exposés vite. Parce qu'on va se questionner sur les compétences des parents. On va se questionner
sur... Mais les compétences des parents sur quoi, par exemple? Les compétences des parents, c'est-à-dire... Ils ne punissent pas, les parents sont laxistes. Mais quand... Ouais. Les parents sont trop laxistes, ils laissent faire l'enfant ce qu'il veut, c'est pour ça que l'enfant n'arrive pas à se concentrer. On est d'accord, le monde actuel, quand vous dites qu'ils punissent pas l'enfant, si vous êtes centré, peut-être vous punissez plus votre enfant, c'est le même enfant qui va encore tourner contre vous. Il y a des lois de protection de l'enfant, tout ça. Vous voyez que nous sommes dans une cacophonie où les parents ne savent quoi faire. Il y a punition et punition. Par exemple, chez ceux qui ont eu d'autres enfants qui s'en sortaient, peut-être que le petit dernier qui ne s'en sort pas, ils vont focaliser sur le contrôle de cet enfant. Fais ça, ne fais pas ça, range ta chambre, range pas ça. Cet enfant va intégrer que quand il est bien rangé, il fonctionne comme il faut. Mais on va aussi voir que le même enfant va vouloir contrôler les autres, le même enfant va vouloir parler trop. Parce que les parents ne peuvent pas aller contrôler son flux de langage. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on dirait par rapport à la défaillance des parents, puisqu'ils ont réussi à encadrer les autres et pas les derniers? D'où l'importance du diagnostic. Okay. Ouais. Mais quel est les rôles que jouent aujourd'hui les réseaux sociaux dans la perception actuelle du TDAH? Est-ce que les réseaux sociaux ont-ils un rôle important ou bien ça n'a pas de rôle? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent parce qu'ils sont interpellés de près ou de loin pour parler de cette thématique-là, sans être vraiment outillés. Je n'ai rien contre ça, parce que la meilleure personne pour en parler, c'est la personne qui vit la situation. Mais en même temps... Mais la personne qui est aussi outillée, c'est ça? Vous voulez dire comme ça? Une personne peut parler de ça, mais il doit être outillé. C'est quand même mieux d'être outillé pour avoir le recul nécessaire, ne pas tomber dans les excès, toujours mettre la faute sur le corps enseignant, toujours mettre la faute sur le médecin, toujours penser que les parents sont parfaits, ils peuvent rien. C'est multifactoriel. Il se peut que les parents ne soient pas outillés pour accompagner cet enfant. Et il y en a. Ils ont avoir tout le diplôme du monde, des masters, des doctorats, mais face à un enfant qui naît différent, ils ne se sont pas documentés pour encadrer la différence de cet enfant. Ils se basent sur les outils utilisés sur les enfants qui s'en sortent. Alors qu'il faut s'adapter à cet enfant, parce que ces enfants-là, c'est la meilleure école au monde. Ils te permettent de te remettre en question, ils chamboulent ton rôle parental. Tu dois t'adapter à ton fonctionnement, t'outiller pour l'encadrer mieux. Or, on a remarqué que les parents les plus défaillants, c'est ceux qui ont eu des enfants qui s'en sortaient. Et quand tu as un seul qui ne s'en sort pas, ils perdent les moyens. Parce qu'ils se basent sur l'accompagnement de ceux qui avaient des facilités. Or, en tant que parent, tu dois tout le temps te remettre en question que peut-être que je suis outillé pour un enfant qui s'en sort. Pour celui qui ne s'en sort pas, retourne à l'école. Apprends. Mais ils se basent sur leur parcours académique, sur le succès des premiers enfants, pour ne pas encadrer au mieux le petit dernier qui est en difficulté, qui nécessite un accompagnement spécifique. Mais au lieu de ça, il est brimé, on le met dans le placard, on ne cherche pas à comprendre sa forme d'intelligence, alors que ce sont des enfants qui sont plus intelligents. Ils sont en avance sur les événements, mais sans les parents enseigner, c'est un enfant qui va tomber dans l'échec. Mais pas tous. Il y en a, quel que soit l'encadrement, cognitivement, ils sont quand même limités pour pouvoir intégrer et l'encadrement familial et l'enseignement académique. Il y en a où il faut juste accompagner au mieux sans s'attendre à ce qu'ils travaillent à la NASA. Il y en a. Nous allons lire encore l'ouvrage parce qu'il s'agit de ça aujourd'hui. Vous avez sur, je pense bien que la page 31, vous parlez de la méthodologie. Oui. La méthodologie, fidèles téléspectateurs, nous allons vous lire
Charlotte parle de la présentation et contextualisation de ma démarche. Donc, elle parle d'elle. Dans le cadre de ma formation AS en action sociale, il m'est demandé de mener un travail de recherche. J'ai choisi la thématique du déficit d'attention avec ou sans compulsion motrice. Oui. Qu'est-ce que vous voudriez dire par là? Compulsion motrice, c'est l'hyperactivité. L'enfant bouge tout le temps. Il ne tient pas sur place. C'est ça la compulsion. Même si vous lui dites, assis-toi sur la chaise, il ne s'assoit pas. Il s'assied, mais il bouge les pieds, il bouge la tête. Si le parent n'est pas enseigné, ils ne vont pas comprendre que c'est le cerveau de l'enfant qui fait que les membres aussi bougent, que la tête bouge. Dans ces cas-là, si l'enfant bouge comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste lui rendre conscient que s'il bouge, c'est sa spécificité qui fait qu'il bouge. Lui demander est-ce que c'est possible qu'il tienne sur place parce qu'il n'est pas conscient qu'il bouge. Il ne sait pas. Donc, quand l'enfant fait ça, mais cette conscience-là, j'aimerais quand même comprendre. Est-ce que il y a quand même un âge spécifique? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Vous pouvez voir les adultes qui bougent tout le temps les pieds, qui prennent les stylos, qui tapent tout le temps les stylos comme ça. Qui font comme ça. Qui font comme ça, et puis qui tournent la tête, qui font... Mais moi là aussi, pendant que nous sommes en train de tourner cette émission, je suis en train de tourner. Hein. Qui clignent les yeux. Peut-être que je dois aussi me faire diagnostiquer. Non, tout n'est pas diagnosticable. Il faut aussi comprendre qu'il faut aussi savoir vivre avec sa différence. On ne va pas tout soigner. Je pense qu'être différent aussi, ça fait partie du paysage social et sociétal. Vous imaginez une société conformiste, on ne va pas s'en sortir. Ouais. On va s'ennuyer. Ce sont ces éléments-là qui nous questionnent, qui chamboulent nos certitudes. On a besoin... C'est les meilleurs enseignants, ces enfants-là. Oui, ils nous font nous questionner sur ce que nous savons, sur nos certitudes, sur notre positionnement, sur nos acquis. Et on est appelé à revoir ce que nous savons. Voilà les avantages de rencontrer des personnes différentes. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement. C'est un sujet très, je vais dire, délicat. Très délicat, oui. Démystification, avec votre livre Démystification du TDAH. Je pense bien que nous ne saurions pas tout finir aujourd'hui, étant donné que c'est un livre qui contient, je pense qu'il contient 155 pages. Ouais. C'est vraiment énorme. Ouais. On ne peut pas vraiment vous lire toutes les pages parce que c'est vraiment énorme. Mais nous allons vous recommander, fidèles téléspectateurs, que vous soyez au Cameroun, en tout cas... Est-ce qu'en ligne, on peut retrouver ça? Oui, c'est à la FNAC, c'est chez Payot, à Erol, chez Cultura, c'est dans toutes les librairies du monde. Du monde, ok. Ouais. Même chez moi au Congo? Chez moi au Congo, à Kinshasa, on peut retrouver ça. À Kinshasa, je pense que c'est plutôt par Amazon. Hein. Je ne sais pas si Amazon passe chez Kinshasa. Oui, Amazon. Bon, ils peuvent commander en France, bon, de toute façon, même en Belgique, donc il n'y a pas de souci. Amazon est international, normalement. Vous pouvez commander ces livres écrits par Charlotte Fossati, intitulé Démystification du TDAH. Vraiment, c'est vraiment un bon... Je peux dire comme ça, c'est très bon. Même quand je regarde ça, waouh, c'est vraiment magnifique. Moi, j'ai pris mon temps de les lire. J'ai compris beaucoup de choses. Vous aussi qui êtes parents, vous aussi qui êtes... c'est pas seulement le parent, toutes les couches, le médecin, je sais pas moi, le professeur, tout le monde. Nous sommes obligés d'acheter ces livres et les lire. Merci fidèles téléspectateurs, merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Merci à toi Rinoël Moutavoka Immortel, merci aussi à Massaro 001, merci également à Jennifer Kapinga, la maman de Kevin qui a toujours l'habitude de nous suivre à Paris. Merci à Père Double Simba à Berne, un accro de cette émission La Diaspora, merci infiniment. Merci aussi, je ne manquerai pas de dire un grand merci à
tous les téléspectateurs qui aiment bien cette émission La Diaspora. Moi, votre humble serviteur William Tshisekedi, je vous retrouverai prochainement avec d'autres invités. Mais je vous assure en tout cas que Charlotte Fossati sera bel et bien notre invitée permanente dans cette émission parce qu'on aura beaucoup de séries et beaucoup, je peux dire, des numéros des émissions, vu ce qu'elle est en train de faire, vu ce qu'elle est. Donc, en tout cas, nous ne saurions pas finir vraiment tout dans une seule émission. Donc on aura beaucoup d'émissions à tourner avec elle. Quant à moi, je vous dis un grand merci et surtout restez branchés sur la chaîne de référence Antenne A et je vous souhaite de bonnes choses, de meilleures, de longévité cette année 2026, que ça soit une année de bonheur, tout ce que vous désiriez avoir, que les Tout-Puissants puissent vous l'accorder.